Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Zigzag, bienvenue à Germaine Cousin pour le dernier jour. Toujours un peu nostalgique le dernier jour, hein? Oui, parce que maintenant je me plais vraiment bien avec vous. Une semaine de plus, moi, pas gêné. Écoutez, comme on a dit à nos autres invités, il faudra revenir, peut-être pas forcément pour une semaine, mais en tout cas revenir. On a vraiment beaucoup de bonheur à faire tout ce chemin avec vous, à travers les plantes, à travers la réflexion sur le passé. C'est vraiment un grand bonheur. Et puis à côté de vous, Jacques Descombes. Jacques Descombes, 45 ans, vous avez eu votre droguerie herboriste. 44, exactement. 44. C'est Robert. Pardon. Oh, c'est grave. On va régler ça en équipe tout de suite. Ça va faire extrêmement grave. Alors simplement pour parler tout à l'heure de votre rôle de droguiste herboriste et puis parler de ce commerce qui est difficile à remettre et de la situation actuelle dans ce domaine de l'économie. Vous nous présentez votre invité? Oui, je vous présente Jacqueline Cour, qui est conteuse au sein du mouvement des aînés et parce que on en a parlé toute la semaine, aujourd'hui c'est le 14 novembre et en Suisse on fête les comptes. Voilà. Yvonne Preisler qui est avec nous. Yvonne Preisler est avec nous, anthropologue qui a consacré de nombreux ouvrages au Valais. Très bien. Écoutez, on avait un ou deux commentaires à vous faire, Germaine. Le premier commentaire, c'est évidemment le plaisir de vous avoir. Et puis le deuxième commentaire, c'était de se dire, mais au fond, Germaine, vous nous rappelez combien vous avez encore de frères et sœurs vivants? Encore 11 frères et sœurs. Donc on est 11 frères et sœurs. Vous êtes 11 frères et sœurs. Oui, ça, c'est la vertu des plantes. Ils sont en bonne santé. Oui, ça fait énormément aussi, ça. Et puis aussi l'état d'esprit joue un rôle aussi. Vous n'avez pas le sentiment que cette semaine, ils vous ont un peu laissé tomber? J'ai l'impression quand même que de loin, ils ont gagné un petit peu, j'espère. Est-ce qu'ils vous ont fait des commentaires? J'ai pas encore eu beaucoup de contacts parce que comme je travaille, je n'ai pas encore. Le soir, c'est 22h quand je finis. Alors c'est un peu tard. Je les verrai, j'aurai leurs commentaires, j'aurai leur impression à partir de lundi. J'ai l'impression que vous allez les avoir un peu plus tôt quand même. Ouais. Parce qu'il y en a quelques-unes qui vous attendent dans le décor. Allez, on va les accueillir. Regardez qui arrive. Voilà, alors, venez, je vous en prie. Alors il y a vos sœurs, hein, Alexandrine, il y a Yvonne, il y a Antoinette, il y a votre frère Edmond, il y a deux belles sœurs, Rosette et Liliane. Oui, mon frère Gilles et Édouard. Pardon, mais moi je ne sais plus le nom. Surprise, hein? Oui, ça me fait très plaisir que vous êtes là. Alors écoutez, juste un mot de commentaire, vous avez suivi l'émission? Oh, tous les jours, évidemment. Oui, à midi et le soir. Et encore enregistré. Écoutez, ce que je vous propose, on va vous placer dans le public. Hein, oui. Et puis vous pourrez, les uns et les autres, vous pourrez réagir à ce qu'on va voir maintenant. En tout cas, merci d'avoir fait le chemin. Si l'on pouvait installer les trois sœurs là, le frère et les deux belles sœurs au bar. Ce qui est drôle, c'est qu'on en a discuté des frères et sœurs de Germaine et elle m'a dit « Oui, j'ai une sœur au téléphone. » Je lui ai dit « Mais pourquoi tu viendrais pas sur l'émission pour voir comment ça se passe ?» Puis elle m'a répondu « Non, j'ai trop peur de prendre le bus. Le bus, c'est pas pratique. » Et en fait, il y avait la surprise qui se préparait, on ne pouvait rien dire. Il faut dire que tout le problème qu'on a eu, c'était de cacher le reste de la famille pendant que vous arriviez, ce qui n'est pas tout simple. Non. Elles ont fait un petit arrêt. Voilà, je crois que tout le monde s'installe, c'est bien. Parce que on se rappelle qu'au début de la semaine, on a vécu avec vous, Germaine, un moment qui était vraiment un moment extraordinaire. Je rappelle aux téléspectateurs qui ne nous ont pas suivis, c'est qu'au début de semaine, pour mieux faire connaissance avec vous et avec votre famille, on a recherché des archives qui correspondent au temps, qui correspondent au lieu. Et dans les archives que vous avez trouvées, il y avait une archive où l'on voyait une famille de Saint-Martin. Le père descendait travailler dans la plaine, il remontait le soir. Puis on voyait la famille prendre le souper ensemble et différents moments de la vie. Et au moment où on vous a diffusé ça, Germaine, alors que nous on ne le savait pas, vous avez dit « Mais grand Dieu, c'est ma sœur, c'est mon père, c'est... » Bon bref, on est tombé pile, sans le savoir, sur cette séquence. Alors, on a envie de la revoir ensemble avec, cette fois, votre frère, vos sœurs, vos belles-sœurs et tout le public. On a envie de la revoir ensemble, puis vous allez nous la commenter un tout petit peu, hein, d'accord? Oui. Ok, retour à lundi, retour au Ciné-Journal Suisse. Voilà Saint-Martin à l'époque, hein? Oui, c'était le torrent qui passe pour faire le moulin qui moule. Il ne faut pas vous fier au synthétiseur qui est apparu, c'est de 1941 ces images. Hein? Oui. Et voilà la famille, alors qui est là? Alors là, il y a papa, et puis alors, il y a... Laquelle c'est celle-là, Antoinette? Là, c'est... Jenny. Jenny, celle-là, la petite Jenny, la dernière, oui. Jenny qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Pas pu venir. Mais alors ça c'est Sandrine qui est là aujourd'hui. Voilà.
C'est elle qui a un beau chignon. Regardez-moi ces beaux cheveux qu'elle a. Qui a l'habit traditionnel Oui. aujourd'hui sur le plateau. Oui. Ouais, voyez, elle met son chapeau, elle le met légèrement sur la droite, comme on a l'habitude de le mettre. Là, c'est Prospérine qui coiffe notre sœur. Et puis, ah, voilà de nouveau Jenny, la petite dernière, qui est en train de l'habiller. Ça, c'était des scènes qui vous sont familières, ça se passait vraiment comme ça, Ah, oui, c'est pas oui, pour ça, le film. Hein. Non, c'était pas pour le film en 1941. D'ailleurs, il y avait très peu de films à l'époque. C'était très rare qu'on vienne filmer dans les villages à l'époque. Et là, ils partent à la messe, voyez, alors bien habillés du dimanche. Comment ça se fait qu'on ne vous voyait pas En 41, moi j'étais à Estavayer-le-Lac, je faisais mon apprentissage de officiel au château de la Corbière. Alors vous avez loupé... Ah oui, je ne savais même pas que ce film existait, je ne me rappelais pas, comme Lady. Merci, quelle bonne commentatrice nous avons là. Alors Alexandrine, on va vous passer le micro, c'est juste le jaune qui est là. On vous a vu tout à l'heure vous peigner, c'était vous? Eh bien, oui, mais il a subi du temps l'irréparable outrage, une fois. Mais le costume est resté, alors avec le chapeau un peu plus haut. Vous vous souvenez de ce Oui, tournage? très, très bien. J'avais 15 ans. Oui. Alors, je me souviens bien déjà. Et comment est-ce que l'équipe a été reçue à l'époque? C'était tellement simplement, c'était fait vraiment en famille. On n'était pas des gens, maman n'était pas... C'était une femme extraordinaire, c'est pas des gens à compliment. Alors, s'ils ont mangé avec nous, ils ont mangé comme nous. D'accord. Je vous propose une deuxième séquence. Hein. Ça, c'est une séquence vraiment formidable parce que le fameux film L'Or dans la montagne en 1938, hein, c'est un très très beau film sur une œuvre de Ramu. C'est avec Jean-Louis Barrault, hein, c'est avec Suzy Prime. Suzy Prime, on y arrive, Suzy Prime. Et puis, une partie de la famille. Oui. Il y a une de vos sœurs qui joue. Oui. Il y a justement Yvonne qui est ici présente, qui était la petite Fernande. Alors, retrouvons la petite Fernande d'abord. Tu ne peux pas m'acheter quelque chose? Je sais bien qu'on ne peut pas. On s'en va? Qu'est-ce que tu cherches? La petite partie. Fernande! Comment? Hé! Comment tu t'appelles? Fernand! Alors, c'était Fernand dans la circonstance, mais c'est Yvonne. Je suis très émue de voir le film. J'ai un souvenir merveilleux. J'étais une gamine, mais je me souviens très bien. Et pour ce petit moment que je suis là, je suis restée 3 jours à Sion. C'était quelque chose de merveilleux. Je suis très, très émue. Et vous vous rappelez de Jean-Louis Barrault? Très, très bien. Il était charmant, il m'embrassait, il était merveilleux. Suzy Prime également. J'ai gardé un souvenir merveilleux. Est-ce qu'il vous arrive de revoir le film ou vous ne l'avez pas revu? Non, je l'ai revu une fois, mais il y a longtemps. Ah oui. Alors, je suis très émue parce que c'est merveilleux. Puis, c'est surtout les souvenirs que j'ai d'enfant. C'est la première fois que j'allais à Sion, la première fois que j'ai vu des carousels, j'ai mangé des glaces. Enfin, c'était merveilleux. Puis le reste de la famille y était aussi. Oui, hein. papa, on le C'est voit au beaucoup. village. Il est l'un des gendarmes qui a arrêté Farinet. Ah bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on voit une deuxième séquence, hein, puisqu'il y avait toute la famille. Il va lasser chez Chaussures. On le voit très bien, papa, oui. Eh ben écoutez, on l'a découvert. Ne vous inquiétez pas, on a vu le film. Alors, cette fois, Portrait du père. Alors qu'est-ce qu'elle faisait à Sion ces jours passés? Il y avait été pour soigner sa vieille mère. Elle loge ici, n'est-ce pas? Et où est sa chambre? Là, Faites-vous montrer la maison du maire. Et demandez-lui de venir ici. Là. Où là? je vais vous donner la peine de me suivre. Je vais vous y faire voir. Un métier que d'être gendarme, c'est de véritables criminels, ces faux monnayeurs. On va plus être très loin. Avec la langue, on est vite arrivé. Mais avec les jambes, c'est différent. Sans compter qu'il a dû nous attendre, Farinet. Voilà, il avait le rôle Oui. du deuxième gendarme. Deuxième gendarme. Le oui. premier gendarme était le frère de Maurice Non, pas Zermatten, c'est celui-là. ça? Il a joué aussi, mais c'est pas lui qui se trouve là sur la photo. Il était aussi avec papa. Là. Et c'était un rôle Passage. parlant en plus. Ah oui, c'est sûr. C'était un rôle important déjà pour l'époque.
Est-ce que votre père vous en a parlé? Est-ce qu'il avait lui des souvenirs? Oui, on en a reparlé souvent en famille et tout. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu assister au film parce que c'était l'époque où j'étais à l'été, j'étais clouée sur mon lit. Mais je me souviens quand ils m'ont raconté qu'ils avaient mangé quelque chose de très, très sucré, puis froid, très froid. J'arrivais pas à m'imaginer qu'on pouvait manger quelque chose de sucré, puis aussi froid, comme ils me racontaient. Ils avaient bu du sirop, je ne savais pas que c'était la grenadine, mais rose, ils avaient les lèvres tout rouges. Et c'était tout, c'était quelque chose. Parce qu'ils sont allés faire la fête au village en bas. C'était où c'était? À Valère-et-Tourbillon, ils sont allés en carrousel, ils ont vu des tas de choses pour la première fois. Alors moi, j'essayais de m'imaginer ce qu'ils avaient vu. Parce qu'à l'époque, lorsque vous aviez l'occasion de boire une boisson rafraîchissante, vous buviez quoi? Chez nous, on n'était pas tellement gâtés. On buvait du petit lait, on buvait beaucoup de l'eau aussi, parce qu'on a une très bonne eau, vu qu'on a l'eau de source. On avait des petits paquets de free qu'on mettait quelquefois dans l'eau, mais on n'était pas tellement habitués au sirop, à part les sirops pour les médicaments. Donc, voilà, tout le monde buvait plutôt de l'eau, du lait, du petit lait. On va demander à une de vos sœurs, là, est-ce que votre père vous a parlé du film? Est-ce que pour lui, ça a été important? Oui, bien sûr, c'était très important parce que c'était pas n'importe qui pouvait aller faire ces rôles. Et moi, j'étais aussi, avec mon frère Édouard, nous étions aussi dans les enfants. Seulement, on devait toujours courir au moment où il nous disait « Hop, allez-y ». Alors nous, on trouvait ça des fois aller en balançoire. C'était la première fois qu'on la voyait, c'était quelque chose. Alors le frère Édouard, il est au bar, là, vous allez prendre un micro qui est juste à côté, juste devant vous, le micro rouge, voilà. Souvenir, vous aussi du film? Oui, je me rappelle très bien du film. J'avais 10 ans. Je me rappelle très bien, j'ai des bons souvenirs. Jean-Louis Barrault lançait des pièces de monnaie, on devait se battre pour les ramasser. On pouvait se battre sans être puni, c'était formidable. Mais vous étiez au fond, vous étiez en train de découvrir un monde extraordinaire à l'occasion de ce film. Descendre de Saint-Martin, aller tourner avec des cinéastes. Bien sûr, c'était une aventure pour nous. C'était très rare. On a eu beaucoup de chance. J'imagine, et c'est un film absolument splendide, vraiment. Beau souvenir. Hein. Et vous, Germaine, vous vous souvenez de la première fois lorsque vous êtes descendue en plaine? Je crois que ça a été quelque chose d'assez moi, c'est surtout quand j'ai quitté le Valais pour partir à Estavayer-le-Lac, parce que vu que j'avais été à l'été 2 ans, j'avais arrêté l'école à l'âge de 12 ans, et on m'avait envoyé à Estavayer-le-Lac pour l'apprentissage de fille de salle. J'avais l'occasion de faire l'école ménagère 2 jours par semaine à Estavayer. Et alors, on m'a amené, j'avais jamais vu le train, on m'a mis sur le train, il fallait changer à Lausanne, il fallait changer à Payerne. Ouh là là, alors là, c'était quelque chose de terrible. Et quand j'arrivais à Lausanne, je voyais passer l'heure, maman m'a dit, tu demandes seulement aux messieurs qui ont la casquette, tu t'adresses à personne d'autre. Et puis moi, bien sûr, ces messieurs passaient, je criais, monsieur, monsieur, mais avec ma petite voix, et personne ne me regardait. À un moment donné, je me suis mise à pleurer. Et puis une dame de la protection de la jeune fille est venue vers moi demander si j'étais en deuil, parce que j'habillais en noir avec le costume. J'ai dit non, mais je dois prendre le train pour Estavayer, puis je ne sais pas où passer. Alors elle m'a amenée, puis elle m'a... Je crois qu'elle était drôlement habillée aussi, cette dame. Oui, parce qu'elle, c'est sûr, elle avait encore un bandeau, un brassard. Et moi, j'étais pas très, très tranquille. Ma fille, elle m'a rassurée parce qu'elle m'a amenée sur le bon quai. C'est pas elle qui avait des pantalons? Non, ça c'est quand je suis arrivée à Estavayer-le-Lac. On m'a dit que Estavayer-le-Lac, on m'a dit qu'il y avait une demoiselle qui allait venir me chercher. Et mademoiselle Grenig arrive et moi je lui dis bonjour monsieur. Puis il me dit non, je suis une mademoiselle Grenig. Elle avait les cheveux coupés à la garçonne, les pantalons d'équitation. Et puis je lui dis non, je viens pas avec vous parce que vous êtes un monsieur. Puis il me dit non, je suis mademoiselle Grenig. J'ai dit moi j'ai jamais vu des femmes en pantalon, je viens pas avec vous. Elle a dû aller chercher le chef de gare pour me rassurer. Et puis finalement j'ai monté parce que c'était le cheval avec le traîneau. Puis on a traversé la forêt. Je vous assure que j'ai prié tous les saints du paradis pour qu'ils m'amènent à bon port. Et ça s'est bien terminé. Merci. Je vous propose qu'on retourne un tout petit peu dans votre domaine, c'est celui des plantes, parce que quelqu'un nous l'a rappelé, hein, c'était Jean-Marie Pelt au cours de la semaine, 4 personnes sur 5 dans le monde est soignée par une médecine naturelle, on n'est que 1 sur 5 à bénéficier, entre guillemets, d'une médecine moderne. Donc, il est très intéressant d'aller observer ailleurs ce que font ceux qu'on appelle les guérisseurs, ceux qu'on appelle parfois même les sorciers. Il y a des scientifiques qui font le tour du monde. Il y a le professeur Kurt Ostetman, dont la particularité, justement, c'est de faire le tour du monde, d'aller voir partout où il y a des plantes possibles et que l'on ne connaîtrait pas, qui auraient des vertus particulières, qui mériteraient qu'on les observe. Alors, regardez des images tournées au Panama. Les plantes, c'est un vrai trésor. D'abord, elles sont belles. Il y en a beaucoup. Il y en a à peu près 500 000 sur la Terre et à peu près 10% étudiés seulement.
Les plantes sont extrêmement complexes. Du point de vue de leur composition chimique, il faut savoir qu'une plante contient environ 10 000 substances chimiques différentes, dont un certain nombre seulement sont responsables de l'effet thérapeutique ou de l'effet toxique. Souvent, une seule substance parmi 10 000. Donc, une source incroyable de médicaments à trouver encore. Trouver des plantes susceptibles de contenir de nouvelles molécules médicaments demande parfois d'aller les chercher très loin. Jusqu'au Panama, par exemple, où nous suivons 2 chercheurs de l'équipe du professeur Hochtetman. Sous la conduite de 2 botanistes du pays, ils explorent une forêt tropicale particulièrement riche en espèces végétales. Ils espèrent trouver là des plantes contenant des molécules entièrement nouvelles, impossibles à imaginer en chimie de synthèse. Durant les 30 dernières années, tout le monde s'intéressait à la chimie de synthèse. À l'heure actuelle, je dirais, je ne vais pas être méchant à l'égard de mes collègues chimistes qui font de la synthèse, mais ils sont peut-être aussi un peu à court d'idées. Et la plupart des molécules maintenant proviennent de la nature. Beaucoup de molécules proviennent de la nature, mais il y a aussi une question de mode. Il faut le dire, il y a une question de mode. Les gens en ont marre de produits synthétiques et ils voudraient des produits naturels. Mais il ne faut pas tomber dans le piège. Une plante, c'est une usine chimique absolument formidable et une molécule isolée d'une plante est exactement identique à une molécule obtenue par voie de synthèse. Elle présente donc les mêmes propriétés bénéfiques ou toxiques aussi. Ces propriétés bénéfiques, les collaborateurs du professeur Hochtetman les recherchent en particulier dans la famille des gentianes, dont ils ont trouvé dans cette forêt une espèce particulièrement rare, puisqu'elle ne pousse que là. Dans notre institut, nous faisons des tests pour essayer de trouver des substances qui peuvent agir, qui peuvent soigner la dépression. Quelques millilitres d'un extrait préparé à partir des racines de la plante ont suffi. Injectés dans un appareil d'analyse hyper sophistiqué, ils ont permis d'isoler un à un chacun des composés de la plante et d'en déterminer la structure chimique. L'un d'entre eux s'est révélé particulièrement intéressant. Comme d'autres molécules de la même famille trouvées dans différentes espèces de gentianes, il a montré une activité antidépressive. Les gentianes pourraient donc être à l'origine d'une nouvelle génération de médicaments actifs contre la dépression. Malheureusement, beaucoup de plantes sources de médicaments sont aujourd'hui menacées. Nous sommes tout à fait préoccupés par la destruction des forêts tropicales. Il faut savoir que chaque jour, des dizaines d'espèces de plantes disparaissent à cause de la déforestation. On parle des forêts d'Amazonie, mais il n'y a pas seulement l'Amazonie, il y a bien d'autres pays où on a ce phénomène. Il faut essayer, pour chaque plante qui existe, de l'analyser, parce que peut-être là, potentiellement, on a des molécules pour guérir les grandes maladies qui affectent ce monde. Mais aussi, nous devons penser chaque fois que quand nous ramassons des plantes à préserver l'espèce, voire à penser faire des cultures de cette espèce. Oui, alors tout ça est tiré d'un reportage qui était signé par Sophie Lagrange et Ventura Samara, qui réalisent cette émission d'ailleurs et qu'on salue en régie pour Télescope. Monsieur Descombes, quand vous entendez ce professeur expliquer qu'une plante, c'est au fond une usine à molécules, vous êtes d'accord? Ah oui, entièrement. Et de plus en plus maintenant, effectivement, on recherche des nouvelles plantes, de nouvelles sources, et on essaie de les reconstituer, comme ils disent, synthétiquement. Mais je me demande toujours, est-ce que le produit de synthèse a les mêmes vibrations? Puisque on parle souvent de vibrations, de l'influence du terrain, l'influence de l'endroit où la plante pousse. C'est-à-dire, si je vous entends bien, vous dites que les molécules tirées directement de la plante seraient plus vibrantes que celles qui seraient obtenues par synthèse et par la chimie. Je le ressens comme ça. Oui. Et je crois que je ne suis pas le seul, mais ça serait difficile à prouver, seul un scientifique pourrait le prouver. Bien sûr, Germaine. Moi, je suis tout à fait d'accord aussi, parce que la vibration que la plante a vécue, elle a capté les ondes autour d'elle, ce qu'un truc synthétique ne peut pas faire. Il faut expliquer aux téléspectateurs, lorsqu'on tire une molécule d'une plante, on peut ensuite la cloner au fond, on peut la multiplier, c'est ça? Oui, c'était par les analyses, ils arrivent à reconstituer le principe actif et ensuite ils le préparent industriellement. Ce qui veut dire qu'il est très important, naturellement, de ne pas perdre des espèces rares que l'on n'aurait pas encore eu l'occasion d'étudier. Oui, ça c'est très important.
Parce que si vous perdez la plante et qu'il n'y a pas plus de possibilités, il n'y a pas de comparaison possible par la suite. Et c'est une perte, c'est comme pour les animaux, c'est une espèce qui disparaît pour le... Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a 5000 espèces qui disparaissent par année. Oui, je sais. Donc c'est autant de possibilités de trouver des médicaments qui justement, ou des principes actifs, ou des molécules qui permettraient de résoudre des problèmes de santé. Deuxième partie de leur reportage, extrait. Les informations données par un guérisseur ne représentent finalement qu'un des critères de sélection sur lesquels se basent les scientifiques pour faire leurs récoltes. Ils en ont d'autres, lorsqu'ils prélèvent des écorces, par exemple. Les arbres, par exemple, comme cet immense arbre ici, concentrent ces substances de défense dans l'écorce ou dans l'écorce de racine. Et en médecine traditionnelle, très souvent, sans connaître la chimie, ils savent qu'il faut utiliser l'écorce et l'écorce de racine, moins souvent les feuilles. Vous voyez ici, superbe. Ici, on voit l'écorce à peu près 3-4 mm d'épaisseur, et ici, tout ce latex. Alors on pourrait, ici, pour gagner du temps dans nos analyses à Lausanne, simplement récolter le latex. Parce que dans le latex, il y a peut-être une substance ou quelques substances seulement. Donc on aura gagné des mois de travail de séparation compliqué. Ici, j'ai trouvé un truc assez dingue. Une plante... Le professeur Rochtetman et son équipe se basent sur d'autres critères encore pour choisir les plantes qu'ils vont cueillir et analyser. Mais pas l'extérieur, juste l'écorce intérieure, là où il y a le latex. Vous voyez cette feuille, par exemple, vous voyez que cette feuille n'est pas du tout attaquée. N'est pas attaqué, n'est pas rongé par des insectes. Il y a probablement des substances qui protègent la feuille contre l'attaque par des insectes, des bactéries, des champignons. Voilà, ça c'est un critère. C'est simplement garder les yeux ouverts, observer dans le terrain. Ça c'est un bon critère que nous suivons. C'est aussi de les récolter au hasard. Simplement récolter au hasard, parce que pour certaines maladies complexes, comme le sida, il n'y a pas de données de la médecine traditionnelle. Et je crois que là, il faut tout prendre, tout essayer, ramasser tout ce qu'on voit. Je ne sais pas ce que c'est celle-là, on pourrait l'identifier. Simplement ramasser, tester. C'est la seule chose à faire. Beaucoup de grandes découvertes ont été faites au hasard. Voilà, Germaine, ces découvertes, vous en faites aussi. En tout cas, vous gardez la mémoire, vous, des recettes à travers des livres. Oui. Quels sont les principes pour qu'une recette puisse figurer dans un de vos livres? Premièrement, il ne faut pas faire attention qu'il n'y ait pas des plantes toxiques. Ça, c'est très important. Et puis, il faut aussi voir de mettre les mêmes plantes qui vont dans la même lignée. On ne va pas mettre, par exemple, un romarin avec une racine valériane, un tonique, l'autre est calmant, parce que l'effet s'annule l'une à l'autre. Et ça, nos ancêtres étaient très à l'œil pour ça. Il suffit de suivre les recettes exactement comme ils les faisaient, sans trop se poser de questions le pourquoi des choses. Vous n'avez pas peur que des gens confondent les doses, par exemple? Les doses, ça, c'est ma foi, chacun doit faire très attention parce que nous sommes gâtés en Suisse, parce qu'on a encore beaucoup d'herboristes et de droguistes, et même un pharmacien qui peut les conseiller. S'ils ne sont pas sûrs, ils ont meilleur temps d'aller demander conseil. C'est la même chose quand je donne mes stages, je leur dis, si vous trouvez une plante que vous croyez, mais vous n'êtes pas sûr, prenez-la, allez chez un spécialiste, montrez, eux, ils vous diront si c'est la bonne ou pas. Oui, pour aller, par exemple, chez M. Robert Descombes, oui, vous recevez des gens qui viennent vous voir dans votre droguerie? Oui, j'ai des clients, des personnes qui viennent, rarement, mais quand même. Alors, oui. Il faut avoir le même réflexe en fait qu'avec les champignons. Exactement. Tout simplement. Pourtant, ça a l'air plus inoffensif. Hein. C'est ça qui est peut-être dangereux, non? On se dit, tiens, une plante, ça ne peut pas être nocif. Moi, quand je fais mes tournées le chemin, je leur dis, par exemple, on voit une forme, j'ai dit, celle-là, c'est le forme, ne la touchez pas, parce qu'on peut l'employer en homéopathie, mais pas vous. Ou après, ainsi de suite, il y a une oncolite, tout ça. Je dis, voilà, admirez-la, mais ne la touchez pas. Et puis, prenez les plantes que vous connaissez, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Surtout que pour la même maladie, que ce soit pour le cœur, pour les bronches, pour les maux de tête, il y a toujours plusieurs plantes qui ont le même effet. Alors, vous vous concentrez sur celles que vous connaissez, puis c'est tout. Alors, ce qu'on peut préciser aux téléspectateurs, parce qu'il y a des demandes, des coordonnées de vos livres, eh bien, ils sont là, hein, mais on pourra vous les transmettre au 708 99 00. Vous pouvez nous écrire des lettres que l'on transmettra à Germaine. Merci. Pas de problème, on s'occupe de tout, on sera votre facteur. Monsieur Descombes, vous êtes avec nous parce que vous avez une droguerie bien connue à Genève. Vous êtes droguiste herboriste. Alors vous, c'est la voie scientifique. Comment est-ce qu'on devient droguiste herboriste aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, il faut avoir fait une école secondaire. Ensuite, vous faites 4 ans d'apprentissage dans une droguerie. Pendant ces 4 ans, vous avez 2 jours de cours par semaine. Alors, au bout de 4 ans, vous passez un examen qui vous fait, si vous le réussissez, un employé certificat fédéral de capacité. Vous travaillez ensuite 2 ans dans une droguerie et passez un examen pour entrer à l'école suisse de droguerie à Neuchâtel qui dure 2 ans. Donc c'est un parcours assez long. Assez long. Donc si vous réussissez Neuchâtel, vous avez le droit de reprendre un commerce, une droguerie, de former du personnel, des apprentis.
Est-ce que vous, quelqu'un comme Germaine, vous intéresse? Est-ce que vous lirez, par exemple, vous lisez peut-être ces recettes Oh, certainement. J'ai beaucoup de livres aussi de médecine naturelle, j'ai une assez bonne bibliothèque. Je suis toujours intéressé à ces choses-là, oui. Et vous m'avez dit que vous iriez même, vous aussi, avec le prince Sadruddin Aga Khan, avec Jean-Marie Pell, vous iriez bien manger chez elle. Avant de connaître madame, nous avions prévu de partir avec un autre botaniste qui fait le même système. Nous irons chez madame. Ça, parce que vous organisez des stages en plus, hein? Oui, on organise durant tout l'été, à partir de fin mai jusqu'à fin août. On a des groupes de 10 personnes qui viennent soit du mardi au jeudi ou du vendredi au samedi. Donc, ça 2 jours et 2 nuits. On va cueillir les plantes et arriver au chalet, on fait un herbier, puis après on fait un sirop de plantes, le sirop aux épices et une pommade. Monsieur Descombes, vous êtes avec nous parce on sait votre passion, votre compétence dans ce domaine. Vous avez un commerce, vous avez décidé de le remettre et vous ne trouvez personne. Oui, malheureusement. Est-ce la situation actuelle dans le commerce, c'est la situation financière actuelle, la difficulté d'obtenir des crédits auprès des banques. Mais effectivement, il est très très difficile. Ça fait 5 ans que je cherche, que je mets des annonces, que j'essaye à gauche, à droite, dans les connaissances. Je suis même allé à l'école à Neuchâtel présenter mon commerce il y a une année. Et pas de succès, malheureusement. Et ça, vous avez gros sur le cœur quand même. 44 ans dans son commerce et le remettre pour le transformer peut-être en pizzeria, ça va pas. Oui, disons que ça me fait un peu mal, ça me fait mal au cœur. Ouais. C'est un sabordage. Oui, bien sûr. Comment vous expliquez que personne, à part peut-être les problèmes financiers, est-ce que le métier d'herboriste ou de droguiste serait en disparition? C'est-à-dire, je ne pense pas entièrement, mais actuellement, nous souffrons de la concurrence des grandes surfaces. Et trop souvent, les clients viennent pour demander dans les drogueries un article qu'on n'a pas trouvé ailleurs. Et alors, on ne peut pas vivre que pour remplacer, donner des produits qui ne sont pas ailleurs. Et actuellement, je pense que oui, nous passons par une mauvaise crise, mais peut-être que d'ici quelques années, enfin, ça repartira. J'ajoute qu'en Suisse allemande, les drogueries vont mieux. Est-ce le fait qu'ils n'ont pas la concurrence de la France? Parce que si vous pensez, un droguiste en France, c'est un commerçant qui vend de la quincaillerie, qui vend de la peinture. Dès que chez nous, nous avons fait un autre chemin, nous avons une autre formation. Et à Genève, nous sommes entourés de Français, de Genevois qui peut-être épouser des Françaises et qui ne connaissent pas la droguerie. Vous n'avez pas perdu espoir, la preuve c'est que vous êtes venu nous voir. Oui, j'espère bien. Vous espérez bien. Ouais. Vous vous rappelez alors que la personne qui pourrait être intéressée par votre commerce, elle devrait avoir fait le parcours que vous avez décrit tout à l'heure, école de Neuchâtel comprise. Neuchâtel, et puis donc maîtrise fédérale obligatoire, oui. Ça vous étonne, Germaine? C'est triste un peu, ces drogueries qui Oui, non, c'est normal qu'on fasse des études, que surtout un droguiste qui reçoit tout le monde, qui donne des conseils, doit vraiment bien connaître, mais je trouve un peu sévère et surtout très long, ces études. Oui, bien sûr. Alors, on va passer à la deuxième partie de notre programme. Retour au Valais, retour au conte. Avec Jacqueline Cour que nous accueillons aujourd'hui. Bonjour. Vous vous rappelez qu'il se raconte des contes partout, hein, depuis ce matin? C'est la journée suisse du conte. Oui. Et à Genève, nous avons décidé d'abord de faire une très longue nuit qui a commencé hier soir et qui se terminera seulement dimanche matin. Vous avez l'air en pleine forme, d'éclater les contes dans toute la ville, dans des musées, dans des magasins, dans des restaurants, sur le marché. J'avais une collègue qui a commencé à raconter ce matin à 9h sur l'étalage où elle vend d'ailleurs des légumes et des fruits tout à fait bien cultivés, des légumes et des fruits biologiques. Et toutes les heures, elle a agité son petit tam-tam et elle a commencé à raconter. Il y avait beaucoup de monde autour d'elle ce matin. Et ça se passe de la même manière dans l'ensemble de la Suisse romande? Alors, pas tout à fait, mais il y a des manifestations quand même dans tous les cantons romans. Je veux dire que nous, on a mis un peu le paquet cette année. Hein. On a essayé de faire un maximum. Si vous voulez, je peux vous proposer un numéro de téléphone si vous avez envie d'aller écouter des conteurs, que ce soit à Genève, dans le canton de Vaud, Jura, Berne, Fribourg ou Neuchâtel. Vous pouvez faire le 022 329 83 84 et on vous donnera tous les renseignements possibles pour aller vous faire raconter des histoires. Alors, ça me dit un premier conte. Avec Marie-Lise Teller? Si vous voulez, donc vous vouliez nous le raconter vous-même? Non, je le raconterai pas aussi bien. C'est une histoire de renard, mais pas si malin que ça. Sting. Regarde. Ça, c'est pour rappeler le silence. Parce que si on ne fait pas silence en écoutant les histoires, on les a seulement dans l'oreille. Elles ne vous viennent pas jusqu'au cœur. Alors, mon histoire, elle dort dans le sac. Pour la réveiller, je dirai cric, vous direz crac, et l'histoire pourra commencer. Alors, cric. Alors, je crois qu'il fallait faire crac. Hein. Oui, crac. On a pris l'habitude. Oh, mais ça manque d'enthousiasme, ce crac-là. Les cric.
Et crac, Voilà. crac. Et Misty Crick. Et Misty Crack. Nous voilà bien partis. Il y avait une fois un vieux et une vieille qui vivaient ensemble. Et la vieille est morte. Le vieux voulait lui faire un très bel enterrement. Et il cherchait quelqu'un qui puisse pleurer en chantant, chanter en pleurant, à son enterrement. Il offrait 2 poulets. Personne au village n'a voulu aller pour 2 poulets. Il est sorti dans la campagne. Il a rencontré un ours, il a rencontré un loup, qui chantait en pleurant d'une manière épouvantable, soit trop fort, soit d'une manière ridicule. Non. Et pour finir, il a rencontré un renard, qui chantait en pleurant magnifiquement bien. Il l'a engagé pour 2 poulets, le renard a accepté. Il chantait si bien que l'homme lui a demandé pour 2 poulets de plus d'aller jusqu'à l'église. Puis, pour 2 poulets encore, d'aller jusqu'au cimetière. Mais l'homme n'avait plus de poulets. Alors, au fond du sac, il a mis 2 petits chiens. Le renard a accepté le sac avec les chiens, les poulets, les poulets. Sur le chemin, il a eu faim, il a mangé 2 poulets, puis encore 2 poulets. Puis, quand il a voulu manger les derniers poulets, les 2 chiens sont sortis et l'ont attaqué. Alors il s'est mis à courir, jusqu'à son terrier, où il est arrivé tout essoufflé. Alors, il a demandé à ses yeux, à ses oreilles, « Qu'est-ce que vous faisiez pendant que je courais ?» Et ils ont dit, « Mais nous faisions notre métier. Moi, les oreilles, j'écoutais si les chiens ne venaient pas pour te sauver. Moi, les yeux, je regardais si les chiens ne venaient pas pour te sauver. Et toi, ma belle queue, a-t-il dit, à sa queue qu'il peignait tous les jours. La queue a dit, moi, je faisais mon métier de queue. Je m'étalais, parce que mon métier, c'est d'être belle. Je m'accrochais bien un peu dans les ronces, je t'ai peut-être retardé, et je faisais mon métier. Le renard a dit, ah, tu ne mérites pas de vivre, tu n'es qu'une égoïste. Et il est allé dire au chien, tenez, je vous l'abandonne. Et il s'est tourné, il a mis sa queue dehors. Les chiens ont mangé la queue. Mais le renard tenait à la queue. Et les chiens ont mangé le renard. Et c'est comme ça que mon histoire est finie. Mais en quelle queue de histoire, poisson. en queue de poisson, si j'ose dire. Oui. Yvonne, peut-être avant que nous passions à notre conte, Yvonne Preisberg, prenez juste votre micro. Le rôle du conte dans les vallées, c'est... Alors, je pense que le rôle des contes et des légendes est fondamental quand ils sont attachés à un lieu précis et qu'ils disent une morale. C'est-à-dire qu'ils sont à insérer dans la culture traditionnelle qui lui donne du sens. Et on voit par exemple que dans les montagnes, il y a des contes qui sont réellement fondateurs, qui sont des mythes fondateurs par rapport à des comportements, par rapport à des choses qu'il faut faire ou ne pas faire, par rapport à des lieux. Par exemple, il y a des contes très fameux autour des vaches, de la richesse, de vaches qui fait du lait et qui... parce que passe par là une sorcière, du coup, il n'y a plus de lait. Et tous ces contes, ils ont un sens moralisant de comportement pour les enfants. Alors, ils étaient extraordinaires dans le sens où ce sont les vieux qui les racontaient aux jeunes générations et qui les passaient d'une génération à l'autre, pris ainsi dans la tradition orale. Et c'est le cas en Afrique, en Amérique latine, etc. Pour le conte, le néo-conte d'aujourd'hui, on devrait y ajouter, parce qu'il y a des très très bons conteurs, mais il y a aussi un peu n'importe quoi, mais on devrait y ajouter tous les contes modernes, j'entends. On peut prendre l'histoire de Diana, on peut prendre des vrais contes de fées qu'on peut construire à partir de la vie quotidienne d'aujourd'hui. Merci Yvonne. Alors, démonstration, on a dans ce public, n'est-ce pas, cher Sandy, plein de conteurs. Plein de conteurs et conteuses. Et nous avons un personnage. Oui, notre personnage, c'est Alexandre, qui de temps en temps change de rôle. Alexandre, c'est notre barman. Il est également comédien. Il est fidèle de Zigzag Café. Puis, de temps en temps, il fait des paris. Le pari aujourd'hui, c'est que Alexandre va raconter un conte. Et puis, attention, un petit conte. Un petit conte. On vous écoute. Pour Germaine. Alors, ça se passait à la montagne de Cheville. Il y avait un client qui s'appelait Julien Udry. C'était une vraie tête brûlée. Hein. C'était quelqu'un qui avait été élevé, mais vraiment à la dure, à la dure, à la dure. Lui, quand on lui parlait de revenants, il disait « Moi, les revenants, j'en ai pas peur. » Alors, il y avait des pâtres, il y avait des fromagers, il y avait des vachers. Et puis, un soir, il y a un pâtre qui dit « Julien, de temps en temps, il va au champ, hein, il garde le bétail. Et ce soir, il faut vraiment qu'il ait peur, qu'il chie dans son froc. »
Excusez-moi, mesdames, messieurs, mais c'était un pâtre valaisan, hein, il en avait, hein, vraiment. Hein. Et puis alors, il arrive du haut de la montagne revêtu d'un drap de lit blanc. Alors Julien, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Ah, on va bien voir si c'est le revenant qui meurt ou bien le vivant. » Et il lui a astiqué les oreilles avec un coup de bâton. À l'époque, on avait des grands bâtons, des gros bâtons. Et puis voilà, c'est comme ça. C'est le revenant qui est mort, il a été en bas, puis ça a été fini. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Alors, petit commentaire, Sandy, vous êtes auprès d'une de nos conteuses, là. Auprès de Maggie, qui elle avait organisé la Nuit des Contes. Alors Maggie, qu'avez-vous pensé de la prestation d'Alexandre? Pourrait-il être un bon conteur? Ah, je suis sûre, il est déjà un bon conteur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon conteur ou une bonne conteuse? Ah ben, je crois qu'il faut travailler. C'est un fait, il faut pratiquer le conte, il y a beaucoup de travail. Est-ce que c'est un don à la base? Oh, je ne crois pas, non. Non. On pourrait donc tout un chacun devenir conteur si on travaillait? Ben, je crois, oui. Ouais, ça, je crois, Sandy, pour être tout à fait franc, j'ai l'impression qu'elle... Elle est modeste. Oui, elle est très modeste, parce qu'en réalité, c'est très, très difficile à faire. Je crois qu'il faut du talent, il faut avoir envie de raconter quelque chose, il faut retrouver des racines. Et je crois que ce que disait Yvonne, qui était très juste, c'est en fait raconter une histoire qui vous a touché, d'être d'un lieu. On ne raconte pas n'importe quelle histoire, n'importe comment. Bien sûr, d'où le travail qu'il faut faire. Bien sûr, d'abord, il faut en avoir envie, ça c'est clair. Merci beaucoup. Je vous propose un autre conte. On va trouver un conte valaisan, d'accord? Allons-y. Une autre fois, après l'Inalpe de l'usine, un berger trouva dans la grotte de la Cargère les restes d'un festin. Une belle table était chargée encore de victuailles. Il y avait aussi des carafes et des verres de cristal. Et tout autour, 6 fauteuils qui dénombraient, qui annonçaient en somme le nombre de convives qui avaient assisté au festin. Et celui-ci, pris d'une idée maléfique, avec son gros bâton, cassa les carafes et les verres, renversa la table et les fauteuils. Puis il alla annoncer la chose à ses compagnons d'alpage. Ceux-ci ne voulurent pas le croire pour commencer, mais avec son insistance, ils finirent par l'accompagner à la grotte de la Cargère. Tout avait disparu. Alors, les employés le traitèrent de menteur et se moquèrent de lui. Le même soir, vers minuit, poussé par une force irrésistible, le berger fut obligé de sortir dans le chalet. Et là, une fée lui apparut et lui dit « Pour te punir de ta mauvaise action, tu seras changé en chamois. Et tu ne seras délivré que le jour que je voudrais, c'est-à-dire la veille de la des Alpes. » Le berger, au lieu de rentrer au chalet, dut partir à ce moment-là dans les pentes du Grand Chavalard où il brouta le gazon pendant tout l'été. La veille de la des Alpes, ses compagnons furent tout étonnés de le voir arriver. Mais le berger dut porter pendant toute sa vie des oreilles de chamois. Ben moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce conte, d'abord, c'est l'histoire. Mais ensuite, Germaine, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il y a une qualité de vocabulaire, de précision des termes, de justesse de la syntaxe qui est stupéfiante. Tout à fait, tout à fait. Et puis justement, il y a toujours une petite morale là derrière. Ouais. Si on réfléchit bien, il y a de quoi méditer là-dessus. Jacqueline Cour, peut-on apprendre à compter? On a dit que c'était beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail parce que nous qui ne sommes pas nés à la source des contes, comme Germaine, nous devons lire beaucoup, nous devons passer par la littérature écrite. Moi, pour raconter des contes valaisans, j'ai souvent passé à travers le livre qu'avait publié le musée d'ethnographie il y a quelques années, suite à une série d'émissions qui avait été faites pour la télévision, ces histoires qui meurent. Seulement, justement, quand on les trouve dans ces livres, ça n'est pas notre vocabulaire, ça n'est pas notre syntaxe, donc nous sommes obligés de les retravailler. Alors, j'ai souvent raconté l'histoire des 2 chiffonniers qui se promenaient en plein hiver dans la montagne. Il y en a un des 2 qui veut aller à la messe de minuit parce que lui est très croyant, l'autre veut pas. Alors, il part pour la messe de minuit et puis au retour, ça se passe très bien à l'aller, mais au retour, il tombe en plein sabbat, comment vous dites, la
La Schnegaude. Bah, bien C'est le sûr. sabbat. Hein. Alors il trouve le diable, il trouve tous les diablotins, les rouges, les noirs et rouges, etc. Et puis la sorcière, la méchante la sorcière qui raconte tous les malheurs qu'elle va faire arriver pendant l'année. Et puis elle donne les remèdes. Alors s'il y a quelqu'un qui l'a trahi, les malheurs vont pas arriver. Alors dans son Mélèze, le chiffonnier qui s'est réfugié dans le Mélèze quand il a vu arriver toute cette armée de diablotins, il entend tous les remèdes. Alors il va aller dans l'année, il va aller sauver la ville de Sion, il va aller sauver le fils du roi, sauver la fille du Premier ministre, ça finit très bien pour lui, mais pas pour son compagnon qui, lui, n'a pas été à la messe de minuit et qui, l'année suivante, attend le sabbat, monte dans le Mélèze. Et là, la sorcière, très fâchée, dit « Il y a quelqu'un qui m'a trahi, les malheurs que je trouvais, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé !» Alors, là, il y a une très jolie formule du conteur valaisan qui dit « Il y a un petit diable qui était plus diable que les autres, qui a eu l'idée de regarder en l'air. » Et alors, on l'a trouvé dans son Mélèze, celui qui n'avait pas été à la messe de minuit, on l'a fait descendre, on l'a coupé en 1000 morceaux, on l'a rôti, mais c'était bien fait parce que lui, il n'avait pas été à la messe. Merci beaucoup. Allez, l'ambiance étant à l'heure du conte, peut-être un mot de commentaire. Prenez le micro qui est juste en face de vous. Bien, prenez le micro, voilà, l'une des trois sœurs, là, tchécovienne. Bah, allons-y. Un petit commentaire, c'est sensationnel. Vous aimez les contes, vous? Très, oui, j'aime beaucoup les contes. Est-ce qu'on en racontait en famille Énormément. On avait la chance d'avoir un grand-papa j'avais 7-8 ans quand il est décédé, mais il racontait beaucoup. Vous savez, il se réunissait dans les maisons, alors il venait beaucoup chez nous. Il faisait toujours très bon chaud. Et puis voilà. Puis j'aimerais juste dire un petit bonjour en patois, si vous permettez. Oh, ben alors allez-y, je vous en prie. Un gros bonjour en patois à Twix de Saint-Martin, que je suis en Choulé ou bien à Trapaille et Paris. Bonjour de notre Twix. C'est un bonjour juste pour les gens de Saint-Martin? Oui, c'est un bonjour pour tous ceux qui sont là-haut et ailleurs, mais alors de la part de toute la famille, nous leur disons un grand bonjour. C'est drôlement gentil, n'est-ce pas, Germaine? J'aime beaucoup le patois, oui, parce qu'on le pratique. Donc les personnes de mon âge le parlent encore couramment tous. Un dernier conte, juste pour la route. La Marie était servante à la cure depuis des années et des années. Un beau jour, elle en a eu assez, d'autant plus qu'elle avait fait un petit héritage. Elle a dit au curé, je prends ma retraite. Mais il lui fallait quand même vivre, alors pour vivre, elle a acheté un bouc. Et ce bouc lui rapportait pas mal d'argent parce que tous les paysans qui amenaient des chevrettes au bouc, ils payaient la Marie. Un jour, le curé est allé chez la Marie. Il a dit, Marie, est-ce que tu penses à ton âme? Est-ce que tu penses à ton salut éternel? Oui, pourquoi? Mais enfin, tu gagnes de l'argent avec les évolutions sexuelles de cette bête. Oh, et alors, Marie, c'est pas bien. Qu'est-ce que je dois faire? Tu devrais vendre ton bouc. Oui, après tout, pourquoi pas? Le président de la commune a été d'accord d'acheter le bouc de Marie pour les 5000 francs que Marie réclamait, même si c'était une grosse somme. Parce que c'était un bon bouc, qui avait bonne réputation. Alors ils ont fait une belle écurie, sur laquelle ils ont mis un bel écriteau, bouc communal. Mais une fois dans sa belle écurie, le bouc n'a plus rien voulu faire. Quand on lui a amené une chevrette, la plus mignonne des chevrettes, il l'efflairait, tournait la tête. Le président furieux est allé chez la Marie. Marie, tu nous as volé? Quoi volé? Je vous ai vendu mon bouc qui a une bonne réputation. Et alors? Il ne veut plus rien faire. Ouh, ça, c'est pas ma faute à moi. Vous en avez fait un fonctionnaire. Yvonne, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, juste encore un mot sur les contes. C'est lorsque les contes représentaient quelque chose de fondamental dans la vie quotidienne, ils étaient donc racontés par les vieux aux plus jeunes. Et il n'était pas toujours important de savoir tout le conte. D'ailleurs, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on retrouve des contes et des légendes dans des endroits qui ne pouvaient pas être en communication et qui ont le même sens. Ce qui est important. Et de l'autre côté, c'est que chacun y ajoutait un peu de sa sauce, si l'on veut. Et on voit que les contes se transforment selon les villages ou selon les vallées, parce qu'il y avait un événement particulier.
Merci Yvonne. Juste un petit commentaire? Oui, je voudrais dire que justement ce conte suisse que j'ai raconté, que j'ai résumé, on trouve exactement le même conte dans les contes russes, par exemple. Il y a un conte russe qui est exactement semblable. Des contes voyage, alors? Oui, on ne sait pas très bien comment, enfin de bouche à oreille, ils voyagent non seulement de pays à pays, mais non seulement de vallée à vallée. Alors, Laurent Guenin, faites-nous voyager cette fois à travers les livres et à travers les plantes. On rappelle que tout à l'heure, naturellement, il y a le livre de recettes, les recettes santé de notre grand-mère. Le nouveau s'appelle, quel est le titre du nouveau livre? Saveurs et vertus des plantes sauvages. Qui va sortir tout bientôt. Oui. Voilà, à vous. Voilà, ce sont des livres qui ont en tout cas l'air sérieux. Hein, vous me non, corrigerez, je crois qu'ils le sont en tout cas. Guide des plantes médicinales. Là, c'est tout savoir sur ces 400 plantes qui sont classées ici surtout par, je ne me retrouve plus, par, mais allez-y, tranquillement, par ils sont classés, donc ils sont classés, il n'y a pas de problème. Vous avez les mots scientifiques par le principe actif, il faut quand même le dire. Oui. Ils sont classés, et puis c'est un manuel pratique à conseiller en tout cas pour les gens qui sont déjà un petit peu connaisseurs. Qui en sont les auteurs? Il y a des auteurs? Oui, bien sûr. Alors, Paul Schauenberg et Ferdinand Paris, aux éditions de Lachaud et Niestlé. Merci. Le bien-être par les plantes de Penelope Oddy. Alors là, c'est un petit peu plus simple, je dirais, et puis ça permet de s'initier justement à la médecine par les plantes. Elle distingue dans son premier chapitre les 7 âges de la vie avec les différents problèmes qui sont spécifiques à ces âges. Par exemple, le problème pour les adolescents avec les remèdes qui sont ici proposés pour traiter ces problèmes spécifiques justement. Alors, merci. Intéressant également. Vous le connaissez, Germaine? Non, je ne connais pas du tout. Voyons. Voilà, on va s'ouvrir, si vous voulez, à une autre culture, la médecine chinoise par les herbes, une autre médecine traditionnelle, séculaire. Ici, c'est intéressant parce que, bon, bien sûr, tout d'abord, vous avez la partie ici de la description des plantes utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise. Mais ce qui est plus intéressant peut-être, c'est la première partie, donc la partie historique, qui permet de mieux comprendre, si vous voulez, cette médecine chinoise et cette philosophie, dans le fond, parce que c'est une philosophie différente, différents éléments aussi qui sont expliqués ici dans ce livre paru aux éditions Olizen. Super, belle couverture. Belle couverture également. Tout savoir sur le pouvoir des plantes. Alors c'est possible, on en a parlé, professeur. On retrouve le professeur Ostepman qui était tout à l'heure dans le sujet de... Alors lui, il nous prouve par A plus B que les médicaments ici sont utilisés notamment et sont réalisés à base de plantes pour la plupart, notamment dans des situations très sérieuses pour combattre le cancer. On utilise les plantes également. Et puis il nous rappelle aussi que les plantes peuvent être également source de dangers, parfois mortels. Hein, on en a parlé également. Et j'ai relevé un passage, puisqu'on a parlé de sorcières, on apprend que les manches de balai que chevauchaient les sorcières étaient enduits d'onguents à base d'extrait de solanacée, ici la belladone. Le slip n'existait pas à cette époque. Par le contact de la vulve avec le manche du balai. C'est très intéressant, il faut le dire. Il rougit. Les principes actifs pouvaient pénétrer dans les circuits sanguins. Ces derniers provoquaient hallucinations, délire et, paraît-il, la sensation de voler. Voilà l'explication. Grâce à la belladone. C'est un ouvrage très intéressant du professeur. Voilà pourquoi la sorcière. Et puis, pour terminer, un livre que je n'ai pas aimé. Oui. Pour une fois, il faut quand même en parler. Maurice Mességuet. Alors bon, je dois le citer quand même puisqu'il vient de sortir aux éditions Robert Laffont. Alors ici, Maurice Mességuet ne cache pas sa joie devant la véritable industrie, très prospère d'ailleurs, qui est devenue la phytothérapie. Et il le dit sans aucune modestie, je le cite, c'est un peu grâce à moi, n'est-ce pas, je crois, que les plantes ont retrouvé dans l'arsenal thérapeutique la place qu'elles avaient perdue. Alors donc c'est en bon homme d'affaires qu'il présente ici ses recettes. Moi, on s'est fait un ami de plus. Voilà. Vous les invitez la semaine prochaine, non? Sur toute une semaine. Et puis bon, par contre, il faut quand même lui laisser une chose. Ce qui est plus intéressant, c'est son coup de gueule, si vous voulez, face à la folie des hommes, face à la dégradation de l'environnement. Un livre donc aux éditions Robert Laffont. Et toutes les indications à la page 307 du télétexte. Germaine, dites-nous. Au cours de la semaine, je crois me souvenir que vous m'avez dit qu'il vous restait quelques rêves, 2 rêves en tout cas, 2 projets que vous aimeriez réaliser, dites-nous. Au moins l'un des 2. Oui, il y en a 2. Je vais faire rire mes soeurs, je ne sais pas si elles savent, c'est de faire du vol delta ou du parapente. Ça, j'ai toujours rêvé de faire ça. Ils ont l'air d'être au courant, là. Et aussi d'aller à l'île Maurice ou alors à la Guadeloupe, pouvoir rencontrer d'autres cultures, voir d'autres plantes. C'est surtout pour les épices. C'est les épices qui m'intéressent beaucoup. Alors, en tout cas, le premier rêve, on va pouvoir le réaliser. Oui, nous avons téléphoné à ce matin. Philippe Grand, si je ne m'abuse, ce matin à Verbier. Et dans cette petite enveloppe sous le sceau de la TSR, nous avons un bon pour un baptême de l'air en delta que vous pourrez faire à Verbier quand vous voudrez. Voilà. Merci. Et alors,
Bien sûr que nous y serons. Vous ne pourrez pas cacher la date. On va s'informer. On va faire une petite séquence et on vous retrouvera. D'accord? Vous nous direz les sensations. Avec plaisir. Voilà. Alors maintenant, vous permettez que je vous offre des petits sirops. C'est des sirops que j'ai fait vous m'avez moi-même. entendu tousser, là, je suis Alors, sûr. je vais vous dire ce que c'est. Attendez, base de celui-là. belladone, je Non, pense. oui. Alors ça, c'est le sirop de bourgeon de sapin. On peut le prendre pur. On peut rajouter du jus de citron et le chauffer. Et c'est bon pour quoi, ça? Pour tous les bronches et tout ça. vous D'ailleurs, ai c'est dit. 3 Elle m'a sirops entendu tousser. pour l'hiver. Ça, c'est le sirop aux fleurs des Alpes. sera pour Et Sandy, le ça. fameux sirop aux épices. Alors, le sirop aux épices, on peut faire le vin chaud. On met simplement un peu de sirop, du vin, on chauffe sans laisser cuire. Ça fait le vin chaud. Quand on est un peu grippé, on peut le mettre avec du jus de citron chauffé pour les maux de gorge. On peut le mettre sur le gâteau aux pommes, les poires au vin, sur la glace à la vanille. Ça Et va tout être, ça. ça va faire le bonheur de l'équipe de Zigzag Café. Ils en ont entendu parler toute la semaine et je crois que... Alors, vous pourrez le déguster. Avec Ce sont des plaisir. sirops que j'ai fait moi-même. Germaine, on vous propose maintenant, à notre tour, de vous faire un cadeau qui est sous la forme d'une séquence musicale avec Christine Magro qui nous est revenue. Bonjour Christine. Bonjour Jean-Philippe. Avec Gilles qui est toujours là. Et vous avez suivi, puisque vous rentriez d'Afrique du Sud, mais vous étiez là toute la semaine quand même. Certes. Vous avez pu suivre la prestation de Germaine. Que vous a-t-elle inspiré? Alors, elle nous a inspiré, à tous les deux d'ailleurs, Gilles autant qu'à moi, la simplicité et les traditions. Je crois que vraiment, si on devait trouver deux mots, ce serait simplicité et tradition. Et il y a une chose qu'on a probablement perdue dans notre société, c'est précisément les moments clés de l'évolution d'un être humain dans la société, les moments initiatiques. Et comme on parlait de simplicité, on a pensé à Mozart. Comme on parlait de moments initiatiques et de tradition, on a pensé à la flûte enchantée. Il était une fois un jeune homme et une jeune fille qui s'apprêtent à traverser les deux grandes épreuves de la vie, l'eau et le feu. Un extrait donc de la flûte enchantée de Mozart, où au moment où Pamina et Tamino partent ensemble pour traverser l'eau et le feu. Une belle histoire d'amour aussi. Oui, et puis on a aussi un peu choisi ces extraits parce que les herbes, on les appelle les simples. Et que peut-être parce qu'il faut avoir l'humilité de se baisser pour comprendre leur simplicité et aussi les richesses qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Pour trouver leur richesse, il faut oser la simplicité. Et puis c'est une histoire d'amour, ce que nous avons raconté et joué. Et ce qui est beau dans cette histoire d'amour, c'est que tout d'un coup, les deux personnages se retrouvent et disent leur amour. Eh bien, ça ne prend pas un acte. Ça prend 6 ou 7 mesures. Et c'est peut-être dans toute l'histoire de la musique un des moments où l'amour est dit d'une façon la plus pure, la plus belle, la plus intense et la plus simple. Merci à tous les deux. Et puis, c'est beau, hein? Quel beau moment. Ils sont magnifiques. Et puis, des fleurs, quand même, on va terminer par des fleurs parce que Maurice Rieder est chargé de préparer un arrangement floral pour vous. Le voilà avec son grand panier. Voilà. Alors, dans le jardin de Germaine,
à Saint-Martin, en cette fin d'automne, la famille d'écureuils qui squattait le Grand Mélèze au milieu s'excite parce que c'est le moment d'engranger et de passer l'hiver tranquille. Dans leur excitation, quelques branches de mélèze sont tombées, quelques pives de mélèze, mais elles sont tombées sur le petit jardin. Alors là, si vous êtes d'accord, Jean-Philippe, on va faire un peu l'examen de sortie, Germaine. Allez-y. On fait un examen de sortie. Vous savez ce que c'est que ça? Je vous donne dans la main. Ça, c'est de la... je perds le nom maintenant. Marjolaine, oui. Donc, on voulait dire l'origan, mais c'est la même chose. Oui. Voilà, Et ça? Ça, c'est de la sauge. Oui, c'est la sauge. Celle-là. Ça marche bien, l'examen, hein? Oui, quelle goutte, hein? C'est un poison puissant. Non, ça, c'est le romarin. Voilà. Oui. Puis on finit par 3 un facile. points sur 3 points, 4e point. Le serpolet. Voilà. C'est Ou le thym, hein? Oui. Voilà. Alors, vous les planterez en haut, comme ça, les petits écureuils pourront aller se balader dedans pour l'été prochain. Vous les planterez chez vous. Elles ont été cultivées en ville, mais vous les acclimaterez. Elles n'auront pas de problème, je pense. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Maurice. Voilà. Merci Germaine, merci à toute l'équipe qui a préparé. Ah oui, il y a encore un cadeau là. Oui. Vous avez fait par Pierre-Pascal Rossi avec une petite dédicace. C'est le pêcheur de Lune. Voilà. Alors ça, c'est très gentil, Pascal. C'est bien une émission que je suis régulièrement et que j'aime beaucoup. Voilà, ça me fait très, très plaisir. On peut dire aux téléspectateurs que le 3e rêve de Germaine, c'était de rencontrer Pierre-Pascal Rossi. Oui, j'aurais bien fait, mais ça viendra. Ça viendra peut-être à la sortie du studio, allez savoir. Et je voudrais dire aussi un petit bonjour à tous les téléspectateurs qui m'ont prouvé leur fidélité et tout, qui sont venus me féliciter, les gens qui m'ont téléphoné. Et je fais un petit coucou à tous ces téléspectateurs. Et on se réjouit de vous retrouver à Verbier. Mais oui, avec plaisir. Avec votre sœur, vos belles-sœurs, vos frères. Non, à Verbier, à Verbier. Toute la famille. Pour le grand exploit du jour qui sera alors ça, je me réjouis parce qu'il y a 2 ans que j'essaye de le faire et puis j'ai pas réussi ou que la date jouait pas ou que ils n'étaient pas libres ou qu'ils faisaient mauvais temps. Merci beaucoup, Germaine. Merci beaucoup. Et on vous salue et on vous applaudit. Merci.